Les Amish sont une communauté religieuse vivant dans les zones rurales des États-Unis et du Canada, complètement éloignée du monde moderne. Ils rejettent l'électricité, les voitures, Internet et toute forme de technologie. À première vue, ils semblent mener une vie tranquille et simple, basée sur le travail et la foi. Mais derrière cette image sobre, il y a des règles strictes qui contrôlent chaque aspect de leur vie. De la façon dont ils s'habillent à la façon dont ils tombent amoureux, se baignent ou élèvent leurs enfants, tout suit un ensemble de règles qui ne peuvent être remises en question. Et quiconque s'écarte le paye cher. Il n'y a pas de place pour le personnel. Chaque décision est contrôlée par la communauté. Rien ne s'improvise, rien n'est oublié, et presque rien n'est pardonné. Quels sont ces secrets que les Amish ne veulent pas que quiconque découvre? Bienvenue à Mondar. Aujourd'hui, je vais vous montrer. C'est parti. Dormir ensemble sans se toucher. Le lit. Amish. Dans certaines communautés. Amish. Lorsqu'un homme veut mieux connaître une fille, il ne l'invite pas à sortir et n'écrit pas de messages cachés. Au lieu de cela, il existe une pratique déroutante qui a survécu pendant des générations. Partager un lit la nuit, sans contact physique. Cette coutume, connue sous le nom de bundling ou cours au lit, est encore pratiquée dans certains groupes traditionnels. La dynamique est précise. Tous deux sont allongés habillés, côte à côte, séparés par une couverture individuelle ou même une barrière en bois. Il n'y a pas de caresses, il n'y a pas de câlins. Ils passent la nuit à discuter, sous la surveillance indirecte de la famille. Les parents savent ce qui se passe, mais ils n'interviennent pas. L'idée est d'encourager la communication émotionnelle sans transgresser les limites de la pudeur. Ce comportement n'est pas considéré comme ambigu dans l'environnement Amish. C'est bien défini. Si l'accord implicite de maintenir la chasteté est rompu, le couple doit le confesser ouvertement. Et s'il y a grossesse, le mariage a lieu immédiatement, sans aucune possibilité d'objection. Il est encore plus étrange de savoir que beaucoup de ces rencontres ont lieu dans des maisons familiales, à quelques mètres seulement d'autres membres de la famille. L'intimité, dans sa forme conventionnelle, n'existe pas. Elle est remplacée par une proximité contrôlée, sans stimuli extérieurs, sans musique, sans distraction. Les couples ne peuvent pas s'offrir de cadeaux romantiques, comme des fleurs ou des bonbons. Aucune lettre à contenu émotionnel n'est échangée et aucune photographie n'est partagée. Tomber amoureux devrait naître uniquement de la coexistence verbale et de l'observation mutuelle au sein de l'environnement communautaire. Chaque geste personnel est évalué comme une possible manifestation d'orgueil ou de vanité, deux concepts particulièrement rejetés. L'âge pour débuter ces relations n'est pas fixé par la loi, mais elle commence généralement à la fin de l'adolescence. Les filles ne s'habillent pas différemment et ne changent pas d'apparence pour plaire. Il n'y a pas de maquillage, de coiffures élaborées ou de tenues spéciales. Toute tentative de se démarquer est interprétée à tort comme un individualisme excessif. De plus, le contact physique est totalement exclu. Il n'est même pas permis de se tenir la main, de s'embrasser sur la joue ou de se frôler intentionnellement. Chaque geste est interprété selon un code rigide, où le respect se démontre par la distance. L'une des formes les plus courantes d'interaction de groupe est le chant, des rassemblements en soirée où les jeunes chantent des hymnes traditionnels. Il n'y a pas de danse ni de flirt là-bas. Les chansons ont un rythme lent, sans harmonie complexe. Ils servent d'excuse pour s'observer les uns les autres sans violer les protocoles internes. Les conversations privées ne sont pas non plus autorisées lors de ces réunions. Chaque étape vers une relation plus étroite nécessite une approbation sociale tacite. Les familles regardent. La communauté regarde. Et si quelque chose dérape, des mesures sont prises. Même lorsqu'une relation est consolidée, les visites suivent des règles. Ils ne peuvent pas être dans une pièce sans porte ouverte. Il est également interdit de quitter la ville sans être accompagné.
Les démonstrations d'affection sont considérées comme des signes de faiblesse spirituelle. Les hommes, en revanche, montrent leur statut matrimonial à travers leur barbe. Avant le mariage, ils doivent être rasés de près. Une fois mariés, il est obligatoire de se laisser pousser les poils du visage. C'est une façon de distinguer l'engagement sans mots, visible à l'œil nu, qui fonctionne comme un code collectif. Hygiène extrême sans technologie. Le corps discipliné. Pour les Amish, l'hygiène est une extension de leur vision du monde. Ils ne recherchent pas le plaisir ou le confort, mais l'ordre, l'autosuffisance et la pureté fonctionnelle. Loin de la technologie et des produits industriels, chaque pratique quotidienne liée au corps s'inscrit dans une tradition qui privilégie un soin austère de soi. Le bain ne se fait pas sous des douches automatiques ou des lumières chaudes. L'eau est chauffée dans des poêles à bois ou des réservoirs de gaz et transportée dans des seaux jusqu'à une cuve en métal. Il n'y a pas de bulle ni de jet de pression, juste une immersion tranquille, en silence, sans distraction. En hiver, les maisons non chauffées permettent d'aller aux toilettes dans des espaces improvisés, fermés mais froids. Malgré cela, le rituel est maintenu sans exception. Les cheveux sont lavés sporadiquement. Les infusions de vinaigre et de plantes locales sont privilégiées. Il n'y a pas de shampoing, pas de serviettes électriques. Le séchage se fait à l'air libre et le peignage se fait avec des brosses en bois. Personne ne recherche du volume, de la brillance ou du style, juste de la propreté. Le rasage a également une valeur symbolique. Les hommes célibataires doivent garder leur visage propre, tandis qu'une barbe complète est un symbole de mariage. Les moustaches sont interdites, car elles évoquent des traditions militaires étrangères à leur idéologie. Au lieu de savons industriels, on utilise des barres artisanales à base de graisse animale, de cendres ou d'huile végétale. Ils n'ont pas d'arôme ni de mousse abondante. Ils s'appliquent avec des chiffons en coton ou directement avec les mains. Dans certains cas, un mélange spécial est préparé pour nettoyer les mains, les pieds ou les ustensiles, avec des fonctions spécifiques. Les soins bucco-dentaires sont réduits à l'essentiel. Les dentifrices sont remplacés par du bicarbonate de soude ou du sel, parfois mélangé à des feuilles séchées. Les brosses ont des manches en bois et des poils simples. Des dents blanches et une haleine fraîche ne sont pas ce que nous recherchons. La santé suffit. Personne ne fait de nettoyage dentaire externe. Pour lutter contre la transpiration, on n'utilise pas de déodorant. Certains appliquent du vinaigre ou du bicarbonate de soude, mais la stratégie la plus courante consiste à changer fréquemment de vêtements, à éviter les repas copieux et à garder votre peau aérée. L'idée de masquer les odeurs corporelles avec des produits chimiques ne correspond pas à leur philosophie. Les toilettes sont souvent des latrines ou des toilettes sèches. Dans les maisons rénovées, il peut y avoir un système simple, sans raccordement au tout à l'égout. Le papier toilette cohabite avec les chiffons lavables. Dans certains cas, l'eau est utilisée directement. Il n'y a pas de désodorisant ni de surface brillante. Tout est fonctionnel et sobre. L'hygiène est également enseignée comme une discipline collective. Les enfants ne jouent pas avec de la mousse ou des flotteurs. Ils se baignent à tour de rôle, partageant l'eau tant qu'elle reste propre. Il n'y a pas de jouets ni de décoration, uniquement des seaux, des chiffons et la surveillance d'un adulte. Le toilettage n'est pas un plaisir, c'est un devoir. Lorsqu'une personne tombe malade, le traitement commence par des herbes, des infusions, des lingettes humides et l'isolement. Le corps est considéré comme une structure autorégulatrice. La médecine externe n'est acceptée que lorsque les remèdes maison échouent complètement. Enfance sans enfance.
Comment grandissent les enfants Amish? Dans le monde Amish, l'enfance n'est pas synonyme de jeu ou de liberté. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont considérés comme un élément fonctionnel de la communauté. Il n'y a pas de crèche, ni de temps pour imaginer des mondes fantastiques. L'environnement qui les entoure est réel, utile et toujours observé. Ce qui est étrange, ce n'est pas seulement ce qu'ils font, mais tout ce qu'ils ne font pas. À 3 ans, ils aident déjà à la cuisine, ramassent du bois de chauffage ou s'occupent de leurs jeunes frères et sœurs. Les tâches ne sont pas négociées ni rémunérées par des prix. L'obéissance s'apprend par imitation. Il n'y a pas d'explication détaillée, ni de permission de désobéir. Les instructions sont suivies, sans justification. Il n'y a pas de télévision, pas de tablette, pas d'histoire avec une fin heureuse. Les livres qu'ils peuvent lire sont sélectionnés par la communauté. Ils n'incluent pas de personnages magiques, d'histoires d'aventure ou de conflits émotionnels. Ce sont des textes sur la foi, le travail et la morale. À l'âge de 5 ans, beaucoup ont déjà mémorisé des psaumes entiers et peuvent réciter des textes religieux sans difficulté. Les salles de classe, lorsqu'elles existent, sont situées dans les maisons des particuliers ou dans de petites écoles communautaires. Chaque enseignant appartient à la communauté et n'a pas de formation universitaire. L'éducation ne va que jusqu'à la 8e année. Au-delà, cela est considéré comme inutile. Étudier trop peut conduire à l'orgueil ou au désir d'abandonner la vie Amish. Les bureaux sont en bois, fabriqués à la main. Il n'y a pas d'ordinateur, de projecteur ou de tableaux blancs électroniques. Chaque élève écrit au crayon, dans des cahiers non marqués. Les sujets portent sur les mathématiques de base, la lecture fonctionnelle et les principes religieux. Le contenu n'inclut pas l'histoire du monde ni la science moderne. On ne parle pas du monde extérieur. Pendant la récréation, il n'y a pas de balançoire en métal ni de toboggan coloré. On le joue avec des cordes, des bâtons ou des balles cousues à la main. Tout est partagé. Il n'existe pas de jouets personnels ayant une valeur émotionnelle. Ceux qui cassent ne sont pas remplacés. Le jeu est fait pour bouger, pas pour s'exprimer. Dès leur plus jeune âge, ils apprennent à saluer les yeux baissés et les mains pleines. Ils n'ont pas le droit de courir dans la maison, de crier ou de parler si un adulte leur présente quelque chose. Les conversations sont lentes, sans interruption. Le silence fait partie de l'éducation. Il n'y a pas d'anniversaire avec gâteau, bougies ou cadeaux. Cette célébration est considérée comme inutile. L'affection se manifeste par la présence, non par des objets. Parfois, un pain spécial est cuit ou une prière supplémentaire est dite, mais il n'y a pas d'emballage ni de surprise. L'idée de célébrer une seule personne ne s'accorde pas avec la pensée collective. Si un enfant commet un délit, la punition n'est pas physique dans la plupart des cas, mais immédiate. Cela peut inclure des tâches supplémentaires, un isolement temporaire ou une désapprobation explicite du groupe. Les pleurs excessifs ne sont pas tolérés. Montrer une perte de contrôle émotionnel est considéré comme un manque de caractère. Les réalisations individuelles ne sont pas récompensées. Si un enfant lit mieux qu'un autre, personne ne le lui fait remarquer. Si vous apprenez d'abord à écrire, vous restez discret. L'accent est mis sur le fait de ne pas se démarquer. Être modeste vaut plus que d'être habile. La concurrence est considérée comme une source de division. Les filles, dès l'âge de 6 ou 7 ans, observent et aident déjà aux tâches ménagères. Elles apprennent à coudre, à laver et à cuisiner aux côtés de leur mère. Le jeu symbolique est présent, mais toujours lié à des rôles réels. Poupées sans visage, fours miniatures ou paniers à linge. La fiction se limite à ce qui reproduit la vie quotidienne. Les enfants, quant à eux, commencent à accompagner leurs parents dans les travaux des champs. Ils ramassent des œufs, nourrissent les animaux et se familiarisent avec les outils. Il n'y a pas de danger s'il y a de la discipline. À l'âge de 9 ans, beaucoup savent déjà conduire une charrette ou planter des cultures sans aide. Les célébrations religieuses incluent les mineurs. Ils doivent rester assis pendant les longs offices, sans distraction, sans se plaindre. Ils apprennent à écouter, à se taire et à répondre lorsqu'on leur demande.
Des maisons fermées au monde. Entrer dans une maison amish, c'est comme remonter 100 ans en arrière. Rien ne bouge avec l'électricité. Rien ne fait de bruit artificiel. Et chaque objet remplit une fonction précise. Il n'y a pas de décoration superflue, ni de machine qui automatise les tâches. La première chose que l'on ressent est le silence. Et la deuxième, l'absence totale de technologie moderne. Le mobilier est fonctionnel, fait main et sans fioritures. Il n'y a pas de canapé moelleux ni de fauteuils inclinables. Les salons sont constitués de bancs durs et sans dossier. Et les lits n'ont pas de tête de lit. L'idée du confort est différente. Elle ne recherche pas le repos passif, mais plutôt la sobriété disciplinée. Les murs sont nus ou occupés par des étagères avec des livres religieux. Il n'y a pas de photographie, pas de peinture, pas de grands miroirs. Montrer son visage, ses goûts ou sa mémoire personnelle est considéré comme une forme de vanité. Chaque espace intérieur est une déclaration d'anonymat. La lumière qui illumine ces maisons ne provient pas d'ampoules ou d'interrupteurs. On utilise des lampes à gaz ou à pétrole, suspendues à des plafonds bas ou posées sur des tables. Il n'y a pas de prise, de câble ou d'électricité publique. Se connecter au système électrique reviendrait à céder à une structure extérieure que l'on cherche à éviter. La cuisine suit le même principe. Il n'y a pas de micro-ondes, de mixeur, de four électrique ou de cafetière. Tout est cuit sur des poêles à bois ou au propane. Les outils sont manuels, les ingrédients sont frais et le temps de préparation fait partie du rituel. Le réfrigérateur, s'il est présent, fonctionne au gaz ou est remplacé par un appareil de stockage souterrain. Dans les chambres, l'austérité est absolue. Un lit, une chaise, un porte-manteau. Rien d'autre. Il n'y a pas de rideau à motifs ni de lampe de chevet. Les chambres des enfants et des adultes sont identiques. La personnalisation et l'empilement ne sont pas autorisés. La vie privée n'est pas un droit, mais une concession limitée. La salle de bain échappe également au confort moderne. Il n'y a pas d'eau chaude automatique ni de carrelage brillant. Des bacs en métal, des seaux et des savons faits de maison sont utilisés. Les toilettes peuvent être sèches ou reliées à un système minimal. Pas de désinfectant parfumé ni de désodorisant. Tout est basique, naturel et fonctionnel. Les maisons n'ont pas de sonnette. Si quelqu'un veut entrer, il frappe doucement ou attend dehors. Les fenêtres restent ouvertes pendant la journée, sans vitres sombres ni rideaux lourds. La lumière du soleil régit le rythme. Quand la nuit tombe, les activités se terminent. Il n'y a pas d'écran, pas de conversations en attente, pas de divertissement artificiel. Et pourtant, toutes les technologies ne sont pas interdites. Certains outils modernes sont autorisés s'ils sont adaptés. Les générateurs à essence sont utilisés pour certaines machines agricoles. En menuiserie, les scies hydrauliques remplacent les scies électriques. Les critères sont clairs. Rien de connecté au réseau, rien qui incite à l'oisiveté ou à la dépendance. Dans certains quartiers, les réfrigérateurs à gaz sont acceptés. Dans d'autres, les solutions traditionnelles sont privilégiées. Les décisions ne sont pas universelles, mais guidées par l'ordnung, le code oral qui régit chaque communauté sans qu'il soit nécessaire de le mettre par écrit. Les téléphones sont situés uniquement dans des cabines extérieures et sont utilisés en cas d'urgence. Ils ne sont jamais placés à l'intérieur de la maison. Il n'y a pas non plus de radio, de télévision ou d'appareil permettant de diffuser de la musique. Le son enregistré est considéré comme une distraction, un moyen de renforcer l'ego ou de promouvoir les idées d'autres personnes. Le seul chant autorisé est le chant en groupe, sans instrument. Il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas d'ordinateur. Pas d'email, de réseaux sociaux ou de navigateurs. Toutes les informations proviennent d'autres membres ou de livres approuvés. Si vous avez besoin de savoir quelque chose, demandez. S'il n'est pas trouvé, on l'attend. La hâte de savoir est aussi une forme d'anxiété externe. La technologie acceptée dans les entreprises amish ne peut pas être utilisée par des membres baptisés. Si une boulangerie a besoin d'un ordinateur, un employé externe l'utilise. Les amish observent, gèrent, mais ne touchent pas. La frontière entre la fonction et la corruption se mesure par le contact direct.
puni de l'intérieur. Excommunication, disparition et loi du silence. La religion. Amish n'est pas une option parmi tant d'autres. C'est une structure fermée qui régule tout, les vêtements, la nourriture, le travail, les émotions. Naître dans cette communauté signifie se soumettre à un ensemble de règles orales qui ne sont pas remises en question. Et quiconque ose désobéir n'est pas puni par les châtiments ordinaires. C'est supprimé, littéralement. L'acte ayant le plus grand poids spirituel est le baptême, qui est accompli à l'âge adulte, sans cérémonie festive. Il n'y a pas de costume blanc, ni de fête de famille. Juste une cruche d'eau, une prière prolongée et un engagement public à obéir à l'ordnung. À partir de ce moment, l'individu accepte que sa liberté individuelle soit soumise à un ordre supérieur. Remettre en question une règle, contredire l'évêque ou défier une coutume peut avoir des conséquences silencieuses mais définitives. Il n'y a pas de débat dans la religion amish. Il n'y a pas de théologien, pas de réforme, pas d'espace de discussion. Les dirigeants sont choisis par tirage au sort à partir d'une Bible et doivent être obéis sans résistance. Aucun pasteur n'a de formation académique. Son autorité vient du devoir. Quand quelqu'un rompt l'engagement du baptême, il n'est pas expulsé avec des cris. On lui applique le terme shning ou meidung, disparition sociale. La personne reste en vie, mais pour le reste, elle cesse d'exister. Personne ne lui parle. Personne ne s'assoit à côté de lui. Ses proches ne lui rendent pas visite. Aucune aide ne lui est apportée. Il n'y a pas de partage du pain, des outils ou de l'espace. L'excommunication peut commencer par un avertissement. S'il n'y a pas de repentir, la coupure arrive. Parfois, c'est progressif. D'abord, ils arrêtent de vous parler à la maison. Ensuite, ils l'excluent des réunions. Finalement, leur présence est complètement ignorée. La déconnexion est totale. Il n'y a pas de procès, pas de document écrit, juste une décision collective prise sans expression de haine. Le plus inquiétant est que même les liens les plus proches ne sont pas épargnés. Les parents, les enfants et les maris obéissent à l'ordre. Si l'enfant désobéissant apparaît, sa mère baisse le regard. Si un mari s'égare, sa femme cesse de lui parler. La loyauté envers la communauté est au-dessus de toute affection personnelle. C'est une forme de loyauté absolue. Il n'y a pas d'adieu, pas de lettre d'explication. Les vêtements de la personne excommuniée ne sont pas conservés et son nom n'est pas mentionné. Dans les cas les plus graves, même après la mort, la punition persiste. On lui refuse toute cérémonie, toute croix ou toute reconnaissance. La mémoire s'efface avec le corps. Il n'est pas non plus permis d'intercéder pour les exclus. Si un membre de votre famille tente de vous rendre visite ou de vous aider, il risque également d'être puni. Tout acte d'empathie est interprété comme une déloyauté. Le silence est obligatoire et prolongé. Ces sanctions ne s'appliquent pas uniquement à ceux qui commettent des crimes graves. Il peut suffire d'utiliser un téléphone sans autorisation, de manquer l'église ou de remettre en question le rôle de l'évêque. Le Meidung ne fait pas de distinction de grandeur. Cela exige seulement l'obéissance. S'il n'y a pas de soumission, il y a disparition. La peur de cette forme de punition est plus efficace que n'importe quelle menace religieuse. Beaucoup de jeunes savent que l'enfer peut être moins terrifiant que de vivre ignoré par ceux qu'ils aiment. C'est une perte totale de connexion, d'histoire, d'appartenance. Et pourtant, le retour est possible. Mais la route est longue. Le repentir public, l'acceptation de la culpabilité et la patience sont nécessaires. Tous ne sont pas réadmis. Certains parviennent à faire en sorte que les gens leur parlent à nouveau. D'autres sont tolérés à distance, sans se réintégrer pleinement. Chaque cas est évalué, mais jamais oublié. Dans cette logique, la religion n'est pas une foi privée. C'est une condition sociale. Il ne suffit pas de croire. Nous devons nous conformer. Et ceux qui ne s'y conforment pas ne méritent pas d'être présents. La communauté se protège en expulsant sans violence, mais avec une froideur chirurgicale. Rien de tout cela n'est sujet à discussion. Il n'existe pas de texte qui le réglemente. Tout s'apprend par l'observation. Les règles ne s'enseignent pas, elles s'assimilent. Et les sanctions ne sont pas annoncées.
elles sont appliquées. Comme si tout le monde connaissait le prix exact de la déviation et que le silence faisait partie du contrat depuis la naissance. Pour le monde extérieur, cette pratique est incompréhensible. Mais pour les Amish, c'est le prix de la pureté. Un prix qui ne se paie pas par la pénitence, mais par la disparition. La communauté continue d'avancer, intacte, comme si de rien n'était. Et le nom oublié devient un avertissement pour ceux qui restent. Travailler sans patron, sans salaire et sans horaire. C'est ainsi que les Amish survivent. Les Amish ne travaillent pas pour des entreprises, n'acceptent pas de salaire mensuel et ne signent jamais de contrat. Son économie, complètement parallèle au système moderne, fonctionne sur la base du travail manuel, du troc et d'un réseau invisible de coopération interne. À première vue, cela semble être un pas en arrière, mais derrière cela se cachent des règles précises qui déterminent ce que vous pouvez faire pour gagner votre vie et quelles activités sont totalement interdites. Pour eux, le travail n'est pas une forme de réussite personnelle, mais une responsabilité collective. Vous ne travaillez pas pour progresser ou progresser. Nous travaillons pour soutenir nos familles et contribuer à la communauté. La notion d'ambition économique n'existe pas. Personne ne se vante de ce qu'il gagne. Personne ne rivalise pour avoir plus. Les occupations autorisées sont pratiques, physiques et visibles. Agriculture, menuiserie, boulangerie, apiculture, couture, fabrication de meubles, vente de produits faits maison ou jardinage. Tout ce qui implique une transformation directe des matières premières est accepté. Les compétences sont héritées. Elles ne sont pas étudiées dans des centres techniques ni certifiés. Les hommes travaillent généralement dans les fermes, construisent des maisons, élèvent du bétail ou fabriquent des outils. Les femmes, quant à elles, se consacrent à la cuisine, à la garde des enfants, à la conservation des aliments et à la confection de vêtements. Il ne s'agit pas d'inégalité. Ce sont des fonctions complémentaires apprises dès l'enfance. Il n'y a pas d'horaire fixe ni d'horloge pour suivre le déroulement de la journée. Cela commence à l'aube et s'arrête au crépuscule. Les pauses sont rythmées par le corps, la météo ou les besoins de la journée. Il n'y a pas de vacances. Si quelqu'un ne peut pas travailler, quelqu'un d'autre prend sa place temporairement. Il n'y a pas de licenciement ni de contrat, uniquement des engagements communautaires. L'argent circule, mais en petite quantité et avec des règles claires. Il n'est pas conservé dans les banques, ni investi en actions. Certaines familles disposent de comptes simples pour payer leurs impôts ou acheter des machines agricoles, mais elles ne font pas confiance au système financier. Il est mal vu de contracter une empreinte. La dette représente une forme de dépendance. L'achat à crédit est interdit. Si quelque chose ne peut pas être payé en espèces, cela n'est pas acheté. Chaque transaction est planifiée. Il n'y a pas d'achats impulsifs, pas de dépenses personnelles inutiles. L'argent est utilisé pour des produits essentiels, outils, semences, animaux, matériaux de construction ou médicaments. Rien d'autre. L'un des métiers les plus courants est la fabrication de meubles. Les tables, les chaises, les armoires et les berceaux sont fabriqués sans vis industrielle, en utilisant des assemblages traditionnels. Ils sont vendus à des acheteurs extérieurs, souvent à des prix élevés. Mais les artisans amish ne négocient pas, ne marchandent pas et ne cherchent pas à s'étendre. Ce qu'ils produisent, ils le vendent. S'il n'y en a plus, on n'en fabrique plus jusqu'au cycle suivant. Ils construisent également des maisons entières, sans plan numérique. Aucun architecte ou ingénieur n'est employé. Tout est se mesurer avec des règles manuelles et ajusté à la volée. Les outils sont simples, même si dans certains cas, l'utilisation de générateurs à essence est autorisée. Seulement s'il n'y a pas d'autre alternative et si le conseil communautaire l'approuve. Lorsque quelqu'un veut ouvrir une petite entreprise, une boulangerie, un atelier de couture ou une menuiserie,
il doit consulter l'évêque et les anciens. Les commerces visibles ne sont pas autorisés dans les rues principales. Tout doit fonctionner dans le cadre de la propriété familiale. Et rien ne peut devenir une source de vanité. Les femmes peuvent vendre des gâteaux, des conserves ou des broderies, mais elles ne sont pas autorisées à ouvrir une boutique de style moderne. Sa production est limitée à ce que le temps national permet. Si une femme commence à trop se faire remarquer, on lui demande de réduire son activité pour ne pas perturber son rôle familial. Les Amish ne participent pas à la politique économique. Ils ne demandent pas de subventions, ne participent pas au programme de l'État et ne reçoivent pas d'allocation chômage. Lorsque cela est nécessaire, la communauté organise des collectes internes sans publicité ni remerciement public. La charité s'exerce dans le silence et entre égaux. Rumspringa, la liberté totale avant le point de non-retour. Entre 16 et 20 ans, les jeunes Amish traversent une phase qui déconcerte tout observateur extérieur. Après une enfance soumise à des règles strictes, portant les mêmes vêtements tous les jours, sans électricité, sans technologie, sans musique moderne ni contact physique, sur leur accord quelque chose d'impensable, une liberté presque totale. Cette étape s'appelle Rumspringa, et son existence semble contredire tout ce qu'ils défendent. Durant cette période, les jeunes ont accès à des vêtements modernes, sortent de chez eux sans surveillance, consomment de l'alcool, écoutent de la musique, conduisent des voitures et ont des relations sexuelles. Certaines communautés sont plus restrictives, mais plus belles permettent une exploration étonnamment large. La logique derrière cette concession leur paraît claire. Personne ne devrait s'engager dans la foi sans avoir connu le monde extérieur. Il ne s'agit pas d'excès incontrôlés, mais plutôt d'une sorte de test culturel. Les parents savent ce qui se passe. La communauté le permet. Le monde entier assiste en silence, observateur sans intervenir. Personne ne parle ouvertement du sujet. Il n'y a pas de panneaux ni de règles écrites. Mais il y a une compréhension collective. C'est maintenant ou jamais. Certains enfants se limitent à de petits changements. Écouter la musique avec les auditeurs, gérer la restauration rapide, trier avec des amis sans autorisation. De plus loin, ils déménagent dans les villes voisines, travaillent dans des supermarchés ou des usines, essaient la drogue ou s'engagent dans des relations amoureuses en dehors de la communauté. Tout cela se passe au vu et au su de leur famille, qui le tolèrent sans le célébrer. Le plus frappant est que pendant le Rumspringa, les jeunes ne sont pas encore baptisés. Et c'est cela la clé. Pour les Amish, seuls ceux qui ont été baptisés sont soumis à une obéissance stricte. Comme ils ne sont pas formellement engagés, ils ne sont pas considérés comme des étrangers dans l'accord. Ils peuvent donc explorer. Mais il y a une décision importante à prendre, et il n'y a pas de retour possible. Chaque communauté gère cette étape différemment. Certains encouragent les activités de groupe pour protéger les jeunes, promenades, chants et réunions de célibataires. En fonction de la distance, nous espérons que l'expérience du « monde anglais » telle qu'elle s'applique à la société extérieure souffrira des événements futurs. Il n'y a pas de limite de temps fixe. Un jeune peut se reposer à Rumspringa pendant quelques mois ou plusieurs années. La pression pour se faire baptiser vient progressivement. Ne forcez pas. Mais l'indécision ne doit pas perdurer éternellement. Lorsque le moment sera venu, chaque personne devra choisir, s'engager dans l'église Amish ou s'en éloigner pour toujours. Ceux qui décident de revenir sont baptisés devant la communauté, renoncent à tout ce qui est extérieur et se soumettent volontairement aux règles. À partir de ce jour, toute violation sera punie des conséquences des violations les plus graves et comportera l'excommunication. Ce qui était autrefois toléré est désormais puni. La marge d'erreur est élevée. Ceux qui ne reviennent pas sont confrontés à une réalité différente. S'ils n'ont jamais été baptisés, ils ne seront ni persécutés ni excommuniés.
Ils peuvent maintenir des contacts limités avec leur famille, mais ils perdent aussi leur place dans la communauté. Ils n'hériteront pas de terre, ils ne participeront pas aux célébrations et ils ne pourront pas revenir en tant qu'égaux. Beaucoup de ceux qui partent sont confrontés à de profonds dilemmes. Dans le contexte du système Amish, il n'existe pas d'adaptateur pour une société qui ne sait pas le faire. Ils n'ont pas de certificat scolaire complet. Ils ne savent pas gérer leur propre argent. Ils ne savent pas louer un appartement, remplir des formulaires ou utiliser un compte bannaire. La liberté s'accompagne d'une courbe d'apprentissage brutale. D'autres, même s'ils s'intègrent bien, vivent avec la culpabilité. Les décisions prises lors du Rumspringa, si elles concernent des relations, des enfants ou des dépendances, laissent la porte ouverte à tous les retours possibles. La communauté n'interdit pas l'exploration, mais elle n'oublie jamais ce qui a été fait à l'extérieur. Il y a ceux qui tentent de revenir sans être baptisés, vivant en marge de la communauté. Ils ne sont pas rejetés, mais ils ne sont pas mêmes non plus. Il leur est interdit d'assister à des cérémonies religieuses, de former des couples au sein du groupe ou d'occuper des postes à responsabilité. Leur place reste dans une zone grise où le silence malgré plus que les mots. Naissance non médicamenteuse. Voici comment naissent les enfants Amish. Dans le monde Amish, la naissance d'un enfant n'est pas un événement public ou hospitalier. Il s'agit d'un événement silencieux et intime, contrôlé par des normes anciennes et exécuté avec une précision qui ne dépend pas de la technologie, mais de la coutume. Aucune caméra ne l'enregistre, aucun médecin ne le prescrit. La vie commence sous le toit de la maison familiale, avec des mains formées dans le secret et sans intervention de l'État. C'est ainsi que les Amish mettent leurs enfants au monde. Les hôpitaux ne font pas partie de ce processus. Accoucher dans un établissement médical est considéré comme inutile, coûteux et spirituellement inapproprié. Ce n'est que dans des situations de risque extrême, lorsque toutes les alternatives communautaires échouent, qu'il est permis de se rendre à l'hôpital. Même dans ce cas, la décision fait l'objet de débats entre les chefs religieux, les anciens et les membres de la famille immédiate. Il n'existe pas d'urgence médicale telle que nous la connaissons dans la société moderne. Ici, tout ce qui n'est pas naturel est considéré comme suspect. La figure centrale est la sage-femme, presque toujours une femme amish âgée avec des années d'expérience. Il n'a aucun diplôme ni formation académique. Leurs connaissances proviennent d'autres naissances, de l'observation directe, de la sagesse transmise de bouche à oreille. Il sait quand intervenir, quand attendre, quand garder le silence. Il n'utilise pas de gants chirurgicaux ni de machines. Elle dispose de vêtements propres, de ciseaux stérilisés à l'eau bouillante et d'une foi inébranlable dans le corps humain. L'accouchement a presque toujours lieu à domicile. La salle est préparée plusieurs jours à l'avance. Il n'y a pas d'éclairage électrique, mais des lampes à gaz sont placées à des endroits stratégiques. Il n'y a pas de civière, mais un lit renforcé, avec des draps simples et des couvertures en tissu épais. Il n'y a pas de moniteur cardiaque ni d'assistance médicale extérieure. Femme seulement. Juste des murmures. Seule une surveillance collective non intrusive. Les hommes ne participent pas à l'accouchement. Le mari reste dans une autre pièce ou à l'extérieur de la maison. Leur rôle est un rôle de soutien extérieur. S'occuper des autres enfants, préparer les repas, maintenir l'ordre dans la maison. Il n'est pas consulté. Il n'est pas autorisé à entrer. La naissance est une sphère exclusivement féminine, protégée par des couches de respect, d'isolement et d'obéissance aux normes du groupe. La douleur ne peut être évitée. Il n'y a pas d'anesthésie, d'analgésique ni de péridurale. Les femmes amish acceptent la douleur comme faisant partie de leur devoir maternel.
Ils s'entraînent mentalement à ne pas crier, à ne pas pleurer, à ne pas montrer de faiblesse. Les autres femmes présentes, au lieu de parler, prient. Ils savent qu'interrompre avec des mots inutiles peut perturber le déroulement du processus. La discipline émotionnelle est totale. Après l'accouchement, il n'y a pas de longue convalescence ni de congé spécial. La nouvelle maman se repose quelques heures, se baigne dans de l'eau chaude chauffée au bois et quelques jours plus tard, retourne à ses tâches habituelles. S'occuper des autres enfants, cuisiner et faire la lessive. Il n'y a pas de visite de parents éloignés ni de célébration. L'arrivée d'un bébé n'est pas un spectacle, c'est une étape de plus dans l'ordre communautaire. Le nouveau-né ne reçoit pas non plus de soins modernes. Aucun bracelet d'identification ne lui est posé. Il n'est pas vacciné sur place, ni pris en photo. Il est enveloppé dans des couvertures en coton faites maison et présenté à ses frères et sœurs à voix basse. Les pleurs sont reçus calmement. La santé s'évalue à l'œil. Couleur de la peau, force des pleurs, réflexe de base. S'il y a des complications, c'est prévisible. Si elles s'aggravent, on consulte un herboriste ou, en dernier recours, on autorise une intervention externe. Mais cette décision n'est pas automatique. C'est un sujet de débat. L'enregistrement des naissances n'est pas effectué immédiatement. Certaines communautés attendent des jours ou des semaines avant d'avertir les autorités. Donner naissance dans le monde amish est l'un des moments les plus intenses de la vie, sans aucun filet de sécurité extérieur. C'est affronter la douleur sans anesthésie, l'incertitude sans médecin, la vulnérabilité sans spectateur. Et pourtant, le taux de natalité est élevé et l'acceptation du processus est absolue. Ce qui pour beaucoup serait imprudent, voire dangereux pour les Amish, c'est l'ordre. Là où d'autres voient un manque, ils voient la fidélité à un mode de vie. Et ainsi, sans lumière, sans alarme, sans intervention institutionnelle, chaque nouveau membre de la communauté vient au monde sous les règles d'un système fermé, silencieux et farouchement cohérent.